tiers-livre, 30 jours, 30 livres, c'est le 22. Ça veut dire, c'est pas qu'il y a un coup de mou, mais pas envie de refaire des choses comme déjà faites. Donc, du jour pour le lendemain, des livres qui s'imposent, qu'on n'avait pas du tout prévu de reprendre, et même pas relus pour l'occasion. Le nom que j'avais ce soir, c'était Rainer Maria Rilke. Je crois que c'est quelque part Aragon qui dit non pas Rilke, mais Rainer Maria Rilke. Et vous savez, il faut que les noms vous arrivent comme ça, avec de l'énigme. Ensuite, oui, je l'ai retrouvé chez Maurice Blanchot, par exemple. Et puis, il y a bien sûr ces obligatoires, les lettres à un jeune poète. Tiens, encore la semaine dernière, j'ai vu une jeune élève de terminale au lycée Fernand Léger d'Argenteuil qui partait du CDI avec les lettres à un jeune poète. Moi, c'est des cahiers de Malte Loritz Brigg que j'avais envie de parler. Celui-ci, cette petite édition, elle est en allemand. C'est très étrange parce que je suis pas très balèze en allemand, même si on a vécu 2 fois un an là-bas, un an à Berlin, un an à Stuttgart, que j'y suis très souvent allé, que c'est une relation forte, plein de bouquins. La littérature française et la littérature allemande s'entremêlent constamment. Et Rilke notamment, puisque vous savez qu'il écrit aussi des poèmes en français. Ce qui est étrange avec ce livre, c'est que moi qui lis très peu l'allemand, qui ai beaucoup de mal aussi avec Franz Kafka même, bien j'arrive à le lire. Je préfère en prendre 5-6 lignes comme ça, mais les avoir dans la langue, juste voir ce rapport comme ça dans sa prose des consonnes, des voyelles, et puis comment se fait la syntaxe, comment coule le récit. Et puis j'ai cette lumière pour moi, c'est Malte Loritz Brigg. J'ai quand même ressorti, j'ai pas descendu le tome 3 qui est la correspondance. Et pourtant les lettres de Rilke, qu'est-ce que c'est important. Mais j'aime beaucoup cette division, c'était le Seuil qui faisait ça autrefois, cette belle présentation, rabat, couverture toilée. Œuvre 1, prose. Œuvre 2, poésie. Pourquoi 1, prose et 2, poésie ? Nous, plutôt, on aurait tendance à dire que c'est d'abord poésie, Rilke, et pas n'importe quoi. Les élégies de Duino, vous pouvez prendre 3 traductions, les juxtaposer, et puis essayer de comprendre un peu d'énigme à ce qui se joue comme ça de libre entre les 3 traductions. Il y a le magnifique livre de la pauvreté et de la mort, celui-ci. Je peux jamais le relire quasiment sans larmes. La grande nuit, que de fois étonné d'une fenêtre, commencé à peine t'aurais-je interrogé. La ville nouvelle m'était encore, eût-on cru, interdite, le paysage réticent, comme si je n'existais pas, s'assombrissait. Même le proche dédaignait de se faire entendre. Au réverbère, la ruelle se hissait, une inconnue, visiblement, ailleurs. Au-delà, une chambre, sensible, claire sous la lampe. J'allais participer, on le sentait, on fermait les volets, immobile, puis un enfant pleurait. Je savais les mères partout dans les maisons, ce qu'elles peuvent. Je savais aussi de toutes larmes les raisons inconsolables. Ou encore une voix chantait, portait un peu, hors de la tente où c'était en bas, qui toussait, réprobateur, un vieux, sûr que son corps avait raison contre le monde plus clément. Puis une heure sonnait, mais je comptais trop tard quand elle était tombée, comme un garçon venu d'ailleurs, même quand on lui laisse enfin le ballon, ne l'attrape, etc., etc. J'ai ouvert là encore au hasard, je ne sais même pas, sonner à Orphée et traduction d'Armel Gern. Armel Gern. Et dans ce livre, prose, donc les textes sur Auguste Rodin, le livre des rêves, et c'est pas rien, mais les cahiers de Malte Loritz Brigg. Alors je ne vais pas m'éterniser, on va refaire le coup des 3 minutes parce que j'ai laissé un petit peu tomber ces jours-ci minuteurs. Mais avant de le mettre, je vais vous lire juste les 3 premières minutes de Malte Loritz Brigg.
parce que on trouve encore des gens qui n'ont pas chez eux, qui n'ont pas lu les cahiers de Malte Loritz Brigg. C'est quoi? On est vers 1910. On a un jeune type de 22-23 ans qui s'est marié un an plus tôt à Berlin, qui vient d'avoir un petit enfant et qui a laissé ces deux-là pour arriver à Paris sans un sou, et simplement parce qu'il va être le secrétaire de Rodin, tout simplement parce que ce monsieur-là a besoin pour son commerce qu'on lui écrive des lettres, etc., etc. Et quelle opportunité pour quelqu'un qui veut devenir poète que se faire même un petit peu le domestique d'une personne comme ça, être au contact comme ça des grandes forces noires de l'art, et comment ça s'invente, comment ça se travaille. Et puis, Rodin, il aime pas ça. Un domestique, c'est un domestique. Et ça passe pas entre les deux. Rilke, futur poète, a de la fierté, voyez-vous. Il est chassé. Et se retrouver sur le pavé de Paris dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on joue sa carte? Est-ce qu'on retourne en Allemagne vaincu? Est-ce qu'on s'obstine? Eh bien, il va y avoir des journées dans les bibliothèques, il va y avoir ces premiers textes qu'on va écrire, et puis il va y avoir ce livre magique. Pourquoi? Parce qu'on met à distance un personnage, on l'appelle Malte Loritz Brigg, et ce type-là, c'est lui qui est dans la bibliothèque, qui écrit. L'aventure d'écrire, oui, mais l'aventure d'écrire, elle est dans la ville. Elle est à l'hôpital, dans la salle d'attente, le dispensaire pour les pauvres. Elle est à regarder une maison que des ouvriers détruisent, et puis sur le mur, il y a l'empreinte comme ça de toutes les vies qui s'y sont amassées. Et puis se glisse comme ça dans ce Paris inconnu, ce Paris dur, des souvenirs autobiographiques. Et puis c'est loin, c'est l'Allemagne, c'est une famille, là encore c'est une maison refermée sur elle-même, avec des escaliers, des couloirs, et puis la mort du grand-père, et puis tout d'un coup, ce chemin vers quelqu'un qui meurt. Mais à un moment, vous savez quoi? Dans Malte Loritz Brigg, il y a une main qui court toute seule par terre. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Je mets le minuteur, et c'est fini. 3 minutes qui viennent, c'est juste le début de Malte Loritz Brigg. Je crois que la traduction est celle de Maurice Betts. Évidemment, la traduction historique de Maurice Betts. Démarré. 11 septembre, rue Toulier. C'est donc ici que les gens viennent pour vivre. Je serais plutôt tenté de croire que l'on meurt ici. Je suis sorti, j'ai vu des hôpitaux, j'ai vu un homme qui chancelait, et ça fait ça. Les gens s'assemblaient autour de lui et m'épargnèrent ainsi la vue du reste. J'ai vu une femme enceinte. Elle se traînait lourdement le long d'un mur haut et chaud, et étendait de temps à autre les mains en tâtonnant, comme pour se convaincre qu'il était encore là. Oui, il y était encore. Et derrière lui, je cherchais sur mon plan, maison d'accouchement. Bien, on la délivrera, rien ne s'y oppose. Plus loin, rue Saint-Jacques, un grand bâtiment avec une coupole. Le plan indique Val-de-Grâce, hôpital militaire. Je n'avais d'ailleurs pas besoin de ce renseignement, mais peu importe. La rue commença à dégager de toutes parts des odeurs. Autant que je pouvais distinguer, cela sentait l'iodoforme, la graisse de pommes frites, la peur. Toutes les villes le sentent en été. Puis j'ai vu une maison singulièrement aveugle. Je ne la trouvais pas sur mon plan, mais je vis au-dessus de la porte une inscription encore assez lisible, « Asile de nuit ». À côté de l'entrée étaient inscrits les prix. Je les ai lus, ce n'était pas cher. Et puis, j'ai vu un enfant dans une voiturette arrêtée. Il était gros, verdâtre, et avait visiblement une éruption sur le front. Elle guérissait apparemment, et ne le faisait pas souffrir. L'enfant dormait, sa bouche était ouverte et respirait l'iodoforme, l'odeur des pommes frites, de la peur. C'était ainsi, voilà tout. L'important était que l'on vécût. Oui, c'était là l'important. Dire que je ne peux pas m'empêcher de dormir à la fenêtre ouverte. Les tramways roulent en sonnant à travers ma chambre. Des automobiles passent sur moi. Une porte claque. Quelque part, une vitre tombe en cliquetant. J'entends le rire des grands éclats, le gloussement léger des paillettes. Puis soudain, un bruit sourd, étouffé. De l'autre côté, à l'intérieur de la maison, quelqu'un monte l'escalier, approche sans arrêt. Est là, est longtemps là, passe, et de nouveau la rue.
Une femme crie « Ah, tais-toi, je ne veux plus !» Le tramway électrique accourt, tout agité, passe par-dessus tout. Quelqu'un appelle, des gens courent, se rattrapent. Un chien aboie, quel soulagement, un chien. Vers le matin, il y a même un coq qui chante, et c'est un délice infini. Puis tout à coup, je m'endors. Cela, ce sont les bruits. Mais il y a quelque chose ici qui est plus terrible. Le silence. Je crois qu'au cours de grands incendies, il doit arriver ainsi parfois, un instant de tension extrême. Les jets d'eau retombent. Les pompiers ne montent plus à l'échelle. Personne ne bouge. Sans bruit, une corniche noire avance. 3 minutes. Là-haut, et un grand mur derrière lequel le feu jaillit, s'incline sans bruit. Tout le monde est immobile et attend, les épaules levées, le visage contracté sur les yeux, le terrible coup. Tel est ici le silence. J'apprends à voir. Je ne sais pas pourquoi. Tout pénètre en moi plus profondément et ne demeure pas où, jusqu'ici, cela prenait toujours fin. J'ai un intérieur que j'ignorais. Tout y va, désormais. Je ne sais pas ce qui s'y passe. Rainer Maria Rilke, Cahiers de Malte, Loritz, Brig. À demain.